Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de nous poser beaucoup de questions à propos des pratiques quotidiennes d'un enseignant en général, celui des mathématiques en particulier. Alors, les recommandations de la plupart des études en didactique des mathématiques recommandent des méthodes qui mettent au centre des préoccupations l'élève, l'apprenant. Alors, pour ce faire, nous allons essayer de se poser plusieurs questions. Est-ce que vraiment nous faisons participer nos élèves en cours d'apprentissage des concepts mathématiques? Est-ce qu'ils sont vraiment au centre de nos préoccupations? Comment est-ce qu'on pratique notre enseignement quotidiennement? Est-ce que nous connaissons nos élèves? Est-ce que nous tenons compte du rythme d'apprentissage de chacun dans un groupe? Par exemple, est-ce que nous tenons compte de leurs erreurs? Est-ce que nous leur apprenons à affronter les problèmes d'une manière autonome? Est-ce que nous sommes vraiment soucieux de leurs difficultés? Alors, là, je reviens un petit peu sur les pratiques quotidiennes d'après un certain nombre d'observations. Nous remarquons que, généralement, l'élève n'est pas au centre des pratiques quotidiennes d'enseignement-apprentissage. Généralement, nous ne donnons pas le temps ou l'occasion à l'élève pour se poser des questions, pour manifester ses difficultés en cours d'apprentissage d'un concept mathématique. Alors, je ne prétends pas vous donner des recettes pratiques pour, bien entendu, améliorer vos pratiques quotidiennes, mais surtout vous inviter à vous poser des questions sur nos pratiques quotidiennes. Essayez de faire un recul, faire un regard sur nos pratiques quotidiennes, une sorte d'évaluation, d'auto-évaluation de nos pratiques quotidiennes en tant qu'enseignants. Alors, je reviens un petit peu sur les pratiques généralement de préparation d'un cours pour l'enseignement d'un concept mathématique. En général, on ne consacre pas suffisamment de temps pour préparer l'enseignement-apprentissage d'un concept. Alors, pour éventuellement améliorer ces pratiques d'enseignement-apprentissage, tout d'abord, avant d'enseigner un concept, il faut d'abord que l'enseignant se pose des questions. Est-ce que vraiment j'ai construit ce concept? Est-ce que je peux manifester son sens? Est-ce que je peux le mobiliser dans des situations diverses, inhabituelles? En l'occurrence, dans différents domaines, par exemple dans le cadre de l'interdisciplinarité. Les ressources que je dois utiliser pour voir les approches différentes de l'enseignement de ce concept. Comment est-ce que je peux prévoir les erreurs des élèves? Comment est-ce que je peux préparer leur remédiation, par exemple, les traiter pour pouvoir les surmonter? Donc, éventuellement aussi, l'enseignant doit procéder à l'étude de l'évolution historique du concept pour voir le contexte dans lequel il est apparu la première fois. C'est pour avoir une idée sur son intérêt, pourquoi généralement un concept est venu pour répondre à une question. Donc, aujourd'hui, nous avons des occasions
des ressources multiples pour voir un peu comment le concept a évolué dans l'histoire et comment il est arrivé chez nous comme produit fini. Nous devons aussi nous poser des questions sur l'utilisation de ce concept dans différents domaines. Comment est-ce que je peux aider l'enfant, l'élève, à manifester son aspect outil? Je regarde un petit peu aussi sa relation avec d'autres concepts. Donc, dans le cadre, par exemple, quand on veut enseigner un concept, il est considéré comme un objet. Mais au fur et à mesure, il devient outil. Donc, voir un peu aussi cette dialectique outil-objet. Quand est-ce que je vise la construction d'un concept ou alors son utilisation, donc son aspect objet dans différents domaines. Voilà donc un certain nombre de questions qui se posent dans le but d'améliorer ces pratiques d'enseignement. Alors, plusieurs recherches en didactique des mathématiques recommandent aujourd'hui ce qu'on appelle le CA, Learner Centered Teaching, l'enseignement centré sur l'apprenant. Alors, les pédagogues et didacticiens recommandent cette approche pédagogique qui est caractérisée par surtout la mise en activité de l'élève. C'est à lui de construire ses concepts. Et c'est surtout lui permettre une communication, que ce soit au niveau de son groupe de classe ou alors dans son environnement en général. Donc, c'est une méthode qui aide l'enseignant à encourager la créativité chez l'élève, parce qu'il doit être maître de ses apprentissages. Il doit construire ses concepts, construire leur sens, les manifester éventuellement dans des situations inhabituelles. Là, on peut donner plusieurs exemples. Par exemple, l'élève au collège, comment il conçoit les nombres, comment passer des nombres naturels aux nombres décimaux, aux nombres irrationnels. Donc, c'est à l'enseignant tout d'abord, parce qu'il y a des difficultés qui sont intrinsèques au concept, des difficultés relatives au concept lui-même. La notion de nombre pose beaucoup de problèmes. Comment est-ce qu'on peut se représenter, par exemple, un nombre irrationnel? Par exemple, racine de 2. Est-ce qu'on peut le tracer, un côté de longueur, par exemple, racine de 2? Donc, ce sont des questions que l'enseignant lui-même doit se poser pour pouvoir, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui se passe en cours d'apprentissage chez l'élève. La prévention des erreurs des élèves, c'est très important aussi parce que en cours de préparation de l'enseignement apprentissage d'un concept, nous devons prévoir les erreurs. Bien entendu, à partir des lectures diverses, des recherches en didactique, pour pouvoir se faire une idée. Alors, là, je vais centrer un petit peu mon intervention sur la prise en charge de l'élève dans la classe. Généralement, on ne tient pas compte de la différence des rythmes d'apprentissage entre les élèves. Les rythmes d'apprentissage diffèrent d'un élève à un autre. Donc, le travail, par exemple, de diagnostic qui se fait au début de l'année scolaire est très important pour pouvoir se faire une idée sur chaque élève, c'est-à-dire comprendre le rythme d'apprentissage de chacun, faire une certaine catégorisation des élèves, c'est-à-dire il y a ceux qui comprennent plus vite, il y a ceux qui comprennent un peu longtemps, donc tenir compte de la différence du rythme d'apprentissage des élèves. L'occasion aussi pour détecter éventuellement les troubles, parce qu'il y a une différence entre un trouble et une difficulté. Généralement, les troubles sont spécifiques, donc il faut les identifier par rapport aux difficultés. Et là, j'imagine par exemple, comment est-ce qu'on peut admettre qu'un enseignant
ne détecte pas que son élève, par exemple, voit mal et le placer au fond de la classe, par exemple. Donc, les premiers jours de la rentrée scolaire sont très intéressants pour connaître nos élèves, pour éventuellement faire une fiche pédagogique de chacun, c'est-à-dire connaître les élèves, chacun avec sa spécificité, son rythme d'apprentissage, etc. Donc, l'ECA recommande ce genre de pratique, c'est-à-dire essayer de connaître ses élèves, les connaître profondément. Alors, pour organiser une séance relevant de l'ECA, généralement, on recourt à ce qu'on appelle des problèmes complexes. Alors, un problème complexe, ce n'est pas tout à fait un problème compliqué. Il y a une différence entre complexe et compliqué. Alors, un problème complexe, c'est un problème qui contient un certain nombre d'informations à propos d'un concept, un certain nombre d'éléments qui permettent de mobiliser tout d'abord les prérequis de l'élève pour pouvoir les mettre en évidence. C'est donc un ensemble d'informations et de données essentielles, contextualisées, à utiliser de manière intégrée par l'élève, en vue de réaliser une tâche dont le produit n'est pas connu d'avance. Alors, essayons de voir un petit peu les caractéristiques d'une situation complexe que l'on peut utiliser dans le cadre de cette approche pédagogique ECA. D'abord, un problème ou une situation complexe, elle est pertinente dans le sens qu'elle correspond bien entendu à viser une compétence bien déterminée. C'est une situation complexe, c'est-à-dire une situation qui nécessite d'articuler plusieurs ressources. C'est une situation spécifique, c'est-à-dire qu'elle mobilise des ressources spécifiques au métier, à la discipline, au champ disciplinaire et au niveau d'études considéré. Elle est déroutante, c'est-à-dire, a priori, l'élève ne peut pas résoudre le problème tout de suite, mais il doit faire appel à un certain nombre de compétences diversifiées. Il est finalisé, c'est-à-dire c'est une tâche concrète, c'est-à-dire qu'il y a une production attendue vers la fin de l'apprentissage. Alors, ce genre de situation complexe permettent donc la construction du sens des concepts mathématiques, c'est-à-dire essayer de pousser l'élève à manifester son aspect autiste, c'est-à-dire qu'il peut mobiliser le concept dans des situations inhabituelles. Je donne un petit exemple. Vous voyez, par exemple, si on pose la question à un enfant, par exemple 28 moins 18, ça ne veut rien dire pour l'enfant. Donc on essaye de mettre cette opération dans un cadre relativement motivant, attractif pour l'élève pour pouvoir s'intégrer dans la recherche. Par exemple, on lui proposer une situation qui contient une situation ludique ou alors des achats, par exemple, chez l'épicier pour pouvoir manifester cette opération d'une manière concrète. Donc, généralement, pour pouvoir motiver les élèves, on essaie de leur proposer des choses pour déclencher leur intérêt à apprendre cette chose. Leur donner également le désir ou le plaisir de réfléchir. Par exemple, en statistique, ils savent bien, par exemple, calculer les coefficients, etc., mais ils ne savent pas les interpréter. Dans l'étude des fonctions, par exemple, ils savent bien tracer des courbes, et procéder, par exemple, à l'étude d'une fonction,
mais généralement pour interpréter une courbe, ils trouvent des difficultés. Donc, tout simplement, ça veut dire qu'ils n'ont pas construit le sens de ces concepts. Donc, cette pédagogie ECA consiste donc à mettre l'élève au centre de nos pratiques quotidiennes, à lui permettre d'être plus actif, participer davantage dans le cadre, bien sûr, à partir de la recherche individuelle, avant de passer à la recherche collective au sein des petits groupes. Là, on assure encore une communication et les interactions entre les éléments du groupe. Si on prend la classe entière au sein de l'établissement, donc c'est un environnement beaucoup plus étendu. Aujourd'hui, on parle des projets d'établissement. Donc, comment est-ce qu'on peut mobiliser tout le monde, tous les acteurs de l'établissement à participer à l'élaboration du projet d'établissement? Comment est-ce qu'on peut préparer l'élève à affronter des situations inhabituelles dans son milieu socio-économique, socio-culturel, etc. Voilà donc un certain nombre d'idées, surtout, pour améliorer nos pratiques quotidiennes à propos de l'enseignement des concepts. Alors, là, je reviens un petit peu sur la façon de préparer des cours pour l'enseignement des concepts. Bien entendu, une règle générale, plus qu'on se fatigue chez soi, plus qu'on se repose en classe. Ça, c'est une règle démontrée et vérifiée au niveau de la pratique. C'est-à-dire que plus que l'enseignant se consacre à l'étude exhaustive de l'enseignement-apprentissage d'un concept, plus qu'il se repose en classe, parce que son rôle se limitera au niveau de la pratique à un animateur, à un orientateur. Alors, comment se faire? Bien entendu, avant d'enseigner un concept, on essaye tout d'abord de voir ses représentations personnelles à propos de ce concept, c'est-à-dire est-ce qu'on l'a bien construit ou non. Donc, manifester ses idées en tant qu'enseignant d'abord, ses représentations à propos de ce concept, qui sont les difficultés qu'il rencontre, puis après passer à des lectures larges, vastes, pour pouvoir se faire une idée exhaustive, globale sur ce concept, éventuellement regarder un petit peu son évolution historique, comment il est apparu au départ, et là on peut identifier des situations dans le contexte historique du concept. On se pose la question aussi, à quoi sert ce concept? Pourquoi on apprend ce concept? Où est-ce qu'on peut utiliser ce concept? C'est-à-dire manifester son aspect outil. Par exemple, les concepts mathématiques, on les utilise en physique, en sciences expérimentales, etc. Donc, l'enseignant doit être au courant de ses applications dans d'autres domaines, dans la vie courante, etc. Regardez un petit peu différentes ressources, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se limiter à un seul manuel. Il y a la diversité de ressources qu'il faut bien exploiter pour voir les approches différentes proposées par différentes ressources, voir aussi des ressources numériques. Aujourd'hui, il y a des ressources numériques que l'on peut exploiter pour manifester l'aspect outil du concept, pour permettre à l'enfant de visualiser, par exemple, le concept, par exemple en géométrie de l'espace, pour voir les solides, les facettes, etc., les positions relatives des droites, etc., les cercles. Aujourd'hui, il y a des logiciels pour ça. Par exemple, GeoGebra nous permet de voir, tout à l'heure j'ai évoqué l'exemple de racine de 2, par exemple, un nombre rationnel. Comment est-ce qu'on peut voir, relativement par une ressource numérique, la possibilité de tracer une longueur de valeur, par exemple, racine de 2. Éventuellement aussi, se permettre à l'élève de s'auto-évaluer, parce que, bon, les questions que l'on formule, que ce soit au niveau de l'écrit ou l'oral, doivent être bien formulées, rigoureuses,
et qui permettent à l'élève de se poser des questions, donc de s'auto-évaluer pour voir le degré d'acquisition de ce concept qu'il visait, par exemple, qu'il veut apprendre. Donc, vous voyez que le fait de préparer un cours, c'est une sorte de repérage, parce que l'exécution et la gestion d'une séance, par exemple, d'enseignement-apprentissage d'un concept, peut être assimilée à un scénario. Donc, avant d'exécuter, par exemple, un scénario, il faut le préparer, il faut le repérer d'une manière considérable, d'une manière exhaustive, pour pouvoir appliquer, c'est-à-dire d'une manière qualitative. Alors, il doit y avoir aussi un recul sur les pratiques quotidiennes. Imaginez, par exemple, si vous essayez de faire un bilan quotidien sur vos pratiques quotidiennes pour revenir un petit peu sur les difficultés que l'on a rencontrées au cours d'exécution, et au fur et à mesure, on finit par avoir un document, un capital très important pour pouvoir améliorer éventuellement nos pratiques. Donc, c'est tout un processus qu'il faut vraiment prendre en considération et à chaque fois se poser des questions sur nos pratiques, faire du recul, jeter un regard sur nos pratiques d'une manière critique. L'enfant également doit être amené à développer ce qu'on appelle l'esprit critique, c'est-à-dire à ne pas avaler n'importe quoi. Donc il doit se poser des questions, il doit bâtir une certaine cohérence en cours d'apprentissage d'un concept. Voilà donc en gros quelques idées. Je ne prétends pas vous donner, c'est-à-dire une méthode exhaustive ou alors des recettes, mais surtout vous inviter à vous poser des questions sur vos pratiques parce que c'est très important. Et au fur et à mesure, surtout pour les débutants, en se posant des questions, certainement on va arriver à améliorer nos pratiques quotidiennes pour, bien entendu, améliorer la qualité d'apprentissage des concepts mathématiques chez nos élèves. Je vous remercie.